Elle est comédienne, elle est productrice et elle s'attache à un nouveau métier, metteuse en scène d'un opéra de Mozart. On en parle tout de suite avec elle. C'est la première fois que nous recevons cette femme qui est très libre et qui a le sens de l'engagement. C'est Julie Gaillet. Bonjour Julie. Bonjour, merci. Merci d'être là. Merci, bonjour. Installez-vous. Je crois que vous avez bien aimé le décor. Hein. Vous êtes arrivée, vous avez dit « Wouh !» Très beau. Bon. Très impressionnée aussi d'être là. Bon, Julie, effectivement, Julie Gaillet, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Le mot qui vient à l'esprit, c'est « elle est discrète ». Est-ce que c'est un qualificatif que vous revendiquez? Absolument, absolument. Qu'est-ce que ça requiert d'être discrète? Peut-être pudeur, ce serait le terme juste. Un jour, je me suis rendu compte que d'ailleurs, c'était un mot qui ne se traduisait pas en anglais, en essayant d'expliquer ce que c'était que cette pudeur. On dit shy, on dit timide, mais on ne dit pas pudique. Donc je dirais de la pudeur. Pourtant comédienne, mais de la pudeur. Ouais. On va commencer par le commencement. L'enfance, est-ce que c'est une période, Julie, que vous avez aimée? Énormément. Pourquoi? J'ai énormément de chance. J'ai été gâtée par la vie, avec des parents que j'aimais, une enfance assez merveilleuse, protégée, privilégiée. Avec un grand-père. Avec une famille, avec une famille très importante, une tribu. On le voit, cet homme. La tribu Gaillet, voilà. Il est décédé il y a peu de temps, à l'âge de 94 ans. Oui, qui était quelqu'un qui était vraiment une figure pour moi, c'est avec un du compagnon caractère. De la Libération, hein. Voilà, il était compagnon de la Libération, il était parti à 16 ans, il avait triché sur sa carte d'identité pour aller rejoindre De Gaulle à la rame, enfin en bateau, enfin du Havre. Il est parti très jeune. Il avait été en Allemagne, lu Mein Kampf, compris très tôt en tout cas qu'il fallait faire quelque chose, et parti comme ça. Après, il disait toujours, mais on n'était pas des héros, voilà. Et en même temps, avec des valeurs qui nous a j'ai été élevée avec toutes ces valeurs-là. L'humilité? Des oncles, l'humilité, absolument, l'humilité. Absolument. Votre père, Brice Gaillet, lui, c'est un professeur, un grand professeur en chirurgie digestive, très réputé. Est-ce qu'il est vrai que vous avez été souvent à l'hôpital avec lui-même, très jeune, pour rentrer dans les chambres et notamment tenir compagnie des malades qui étaient esseulés? C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune, mon père a toujours dit que c'était très important la tête. Et donc de faire attention aux malades, et de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, de parler, de ne pas les abandonner. Et il y avait des malades qui n'avaient pas de visite le week-end, qui étaient seuls. Et il m'en parlait, je disais « Ah, mais je vais passer le voir ». Et donc j'allais le week-end tenir compagnie, amuser, mettre de la musique, discuter avec ceux qui n'étaient pas forcément, enfin qui n'avaient pas de visite. Est-ce que vous avez été consciente d'ailleurs de la mort très rapidement, même assez précocement? Et du coup, un jour, en me tenant compagnie, en faisant le clown comme ça, en étant un peu ce petit rayon de soleil du week-end, j'ai vu passer un homme, j'étais petite, je devais avoir 8-9 ans, et donc pas comprendre, on lui avait scotché, on lui avait mis du scotch sur les paupières, je dis mais ça va lui faire très mal quand il va se réveiller, on m'a expliqué qu'il ne se réveillerait pas. Et donc de comprendre, de voir des morts très jeunes, d'être à l'hôpital, donc pas avoir forcément peur de l'hôpital, de plutôt être un lieu qui pour moi ne me fait pas peur, et d'avoir conscience de la fin des choses, de vivre ce moment présent. Alors ça, c'est pour les hommes de la famille. Parlons quand même de... les femmes très importantes voilà, aussi. Et de votre mère, notamment. Notre mère. Qu'est-ce qu'elle vous a Mon transmis? arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, toutes ces femmes absolument formidables. Ma mère, le goût, la passion, le goût. Elle était antiquaire? Antiquaire. Et de vraiment pouvoir se réinventer comme ça, c'est-à-dire décider un peu tard d'ouvrir une boutique d'antiquité, de se lancer. Et finalement, puisqu'elle nous a élevés, au début, elle s'est beaucoup occupée de nous. Vous étiez 3? On était 3. Et elle nous emmenait chiner aux puces. Donc j'ai passé pas mal de mon enfance aux puces aussi. Et je me souviens, voilà, des moules frites, des puces de Saint-Ouen. Mais voilà, donc elle a ouvert sa boutique un peu tardivement. Et en même temps, tout à coup, ça a beaucoup plu, ça a marché, comme on dit. Et de se réinventer, de ne pas avoir peur de se réinventer.
Vous avez été baigné, vous, par la politique, puisque votre père a participé à des cabinets, hein, celui de Kouchner, celui de Claude Évin aussi, ministre de la Santé à l'époque. Les politiques, ils étaient très présents à la maison, et le débat politique aussi, avec vous, enfant? Toujours. Ça parlait de politique, ça discutait, on s'engueulait. Alors mon père et mon grand-père, mais aussi il y a toujours eu ces discussions sur l'engagement, la solidarité, vraiment participer, contribuer, de l'empathie même pour les autres. Participer et contribuer. Oui, mais dans le sens politique, c'est-à-dire dans le sens on paye des impôts parce qu'on participe à une société, c'est important de payer ses impôts, c'est important de voter, voilà, d'être responsable. Disons que ça, c'est des valeurs très très petites d'entendre ça, de se dire que peut-être comme ils étaient médecins et à l'hôpital, qu'on a un service de santé en France assez formidable où on peut se faire soigner pour tous, mais fondamentalement, avec mon père, c'est comme si j'étais tombée dans des valeurs de gauche toutes petites et qu'il déventait très très fort. Voilà. À 14 ans, vous preniez déjà vos premiers cours, hein, des cours de théâtre. Oui. Vous allez partir ensuite à Londres pour une formation sur le modèle Actor Studio. Ça vous a apporté quoi? Les Français, on juge et on est très sévère avec nous-mêmes. En Angleterre, il y a ça n'a aucune importance, on peut sortir avec une crête sur la tête, c'est pas très grave, et donc il y a moins ce jugement très fort. Et donc c'est vrai que de prendre des cours de théâtre en France, où on est très académique, à vouloir bien faire les choses, arriver en Angleterre, quand on fait bien les choses, on dit oui, d'accord, ok, so what, non, on va le faire en délirant complètement. Donc c'était assez fou pour moi tout à coup de découvrir la folie anglaise et l'originalité des Anglais, le non-jugement. Il y a un peu de fantaisie, grandement de fantaisie d'ailleurs en vous, ça paraît pas comme ça, mais quand on voit vos choix, quand on voit bien comment vous choisissez un scénar en tant que comédienne, mais même surtout en tant que productrice, votre portrait en 6 dates par Julie Mareuil. Moi, j'étais une bras cassée en tout cas. Une bras cassée au foot, mais pas dans la vie, la preuve en 6 dates. 1992, premier pas de comédienne dans la sitcom d'AB Productions, Premier baiser. Vous avez 20 ans et affichez un caractère bien trempé. Et 1, et 2, et 3. 1995, Agnès Varda vous offre votre premier grand rôle, celui d'une jeune et jolie cinéphile aux côtés de Michel Piccoli. Cinéma, bonjour. 1996, dans un autre genre, vous vous faites remarquer en prostituée junkie dans Select Hotel. Viens, je t'invite dans ma chambre. Pour ce rôle, vous raflez le prix Romy Schneider et vous voilà jeune espoir du cinéma français. Vous alternez les looks et les registres. Comédie à succès de Dominique Farrugia. Tu rigoles ou quoi? Tu penses quand même pas qu'on va rester ensemble? Ou film intimiste, séropositive dans Clara et moi, lesbienne dans Pourquoi pas moi. On est belle, on est fière, on est lesbienne. 2007, vous créez la société de production Rouge International et produisez un cinéma d'auteur militant. C'est un cinéma que j'aime et que j'ai envie de défendre. Pari audacieux pour des films aussi différents que la comédie sociale 8 fois debout. 7 fois à terre, 8 fois debout. Grave, qui traite de cannibalisme, ou encore La Taularde avec Sophie Marceau sur l'incarcération féminine. 2013, sensible à la cause des femmes, vous passez derrière la caméra pour questionner le cinéma au féminin. Le cinéma des femmes, c'est pas évident. Je lève les yeux au ciel. Film d'homme, film de femme. 2016, vous jouez dans Marion 13 ans pour toujours, une poignante histoire vraie sur le harcèlement à l'école. Et on vous retrouve aussi en première ligne pour briser le tabou autour de l'endométriose, cause principale d'infertilité. Il faut qu'on fasse quelque chose pour parler de cette maladie. Alors ce matin, dans Thé ou Café, une femme qui n'hésite pas à se battre et à prendre des risques. Julie Gailly, quand vous revoyez ces images, les premiers baisers, une sitcom, est-ce que vous aimeriez être débutante maintenant, aujourd'hui? Oui. Ah oui? Oui, toujours. D'ailleurs, c'est ce que je fais là, en ce moment. Je plonge dans quelque chose de totalement nouveau. Regardez-là. Mais on vous reconnaît bien, hein? Ah, c'est drôle. C'était fou parce que c'était vraiment une journée de tournage. J'ai fait une journée pour AB. Quasiment C'était une un cachet. Voilà. Ouais, et on m'a demandé de donner 3 claques. Donc c'était assez rigolo, c'était assez marrant. Il y a 5 photos, regardez. On les a réunies parce que c'est 5 looks extrêmement différents. Vous aimez bien, vous Il y en a un qui n'est pas... Ah ben voilà, bravo, il y avait un intrus. Elle l'a trouvé. Effectivement, la brune afro, c'est pas vous. Ça, c'est pas vous. Lequel vous préférez
préféré? Oui, alors ça, c'était... Voilà, nous. ça, c'est Voilà. pas... Non, alors ça, non. C'est une composition de notre part. J'aurais pu. J'adorais ça. Au début, je me souviens de Melville Poupeau qui m'avait dit « Mais en fait, t'es le De Niro français, t'arrêtes pas de changer, tu grossis, tu maigris, tu changes de couleur de cheveux. » J'aimais beaucoup cette idée qu'on ne me reconnaisse pas d'un film à un autre. Donc c'était vraiment dans cette idée-là, jusqu'à un moment où je me suis dit « Et si j'arrivais à complètement changer sans rien changer ?» C'était comme un autre challenge, un autre parcours, un autre moment de vie. Mais au tout début, j'aimais bien cette idée. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un journaliste qui m'avait dit ça, qui m'a dit « Je suis désolée, hein, j'ai vu aucun de vos films, on va commencer à discuter », on a fait l'interview, et puis en fait, il avait vu 5 de mes films, et il ne savait pas que j'avais joué dans ces 5 films. Donc Et vous n'avez pas reconnu? Il m'avait pas reconnu. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne comédienne? C'est une bonne question. Oui, je pense que je suis une bonne comédienne. En tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye de l'être. Après, je crois que c'est beaucoup de travail, c'est du travail. Je crois qu'au travail, au travail, au travail. Donc je travaille beaucoup, j'essaye de plonger dans cet univers-là. Et puis c'est de me dire... J'avais joué le rôle d'une aveugle, je m'étais dit comment les aveugles ont été joués dans tous les films. J'ai regardé tous les films avec des aveugles. Puis après, je me suis posé la question de la représentation des aveugles. Je suis allée à l'Institut national des jeunes aveugles. J'ai passé 1 mois et demi avec eux. J'aime bien faire ce travail de recherche. J'aime bien ça. On ne peut pas toujours le faire, mais j'essaye. Vous savez, souvent, quand les comédiens viennent parler de leur film, ils disent oh, le tournage, c'était merveilleux, on s'est super bien entendu, c'était harmonieux, c'était idyllique. Vous, quel est votre pire souvenir de tournage? Ah, mais moi, je peux le dire parce que vraiment, en plus, je l'adore et j'ai coproduit son film. C'est la première fois que j'ai commencé à tourner. Très vite, j'ai tourné avec Agnès Varda, c'était mon 2e long métrage. Et c'était un enfer, ce tournage. Pourquoi? Parce Tous que... les jours. Il y avait nombre d'acteurs qui passaient sur le plateau, c'était complètement un peu fou. bordélique. C'était totalement dingue. Et moi, j'ai été projetée là-dedans avec Agnès qui me donnait des textes le matin. Donc, dès le tout début, j'ai fait « Ah, c'est très difficile. En fait, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. » Mais à côté de ça, j'allais dire que c'est un peu comme les accouchements, on se souvient que du merveilleux. Au final, on se souvient, voilà, j'ai eu cette chance inouïe de tourner avec Marcello Mastroianni, de passer du temps à ses côtés. Et certainement, si j'ai été l'actrice que je suis, c'est grâce à lui. Donc après, voilà, on oublie tout Pourquoi vous dites cela? tout ce qui est difficile. Et... Parce que qu'est-ce qui vous a appris de particulier? Marcello, d'être un acteur normal. D'être un acteur, de parler avec les gens de la cantine, de dire bonjour, de parler à tout le monde, de casser cette hiérarchie. Il avait cette chose totalement de simplicité avec tout le monde. Et de voir Marcello, un si grand comédien qui pour moi était une star, être comme ça, je me suis dit donc c'est possible. C'est une une grande leçon. gentillesse et humilité. Humilité, encore une fois, vraiment. Et voilà, et pas être une star, ne pas avoir d'aigreur, être tellement... Oui, charmant. Vous avez été confronté à des réalisateurs un peu tyranniques, despotes, ce qui existe évidemment sur J'ai certains eu. tournages. Ouais, absolument. Comment vous réagissez, Absolument. vous, féministe, dans ces cas-là? Des tournages très difficiles. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné même que j'avais pas su tirer la sonnette d'alarme assez tôt et de comprendre du coup ce phénomène où on se retrouve dans une situation impossible. Et pourquoi je n'ai pas dit stop plus tôt. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire en tout cas sur un plateau. C'est pas parce qu'il y a cette hiérarchie, oui, certes, mais du respect. Donc il y a une limite à pas dépasser. Et donc la violence, pour moi, n'est pas acceptable. Vous êtes aussi productrice d'une société qui s'appelle Rouge International. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Tout. D'être au début sur l'écriture, de pouvoir donner un regard extérieur sur le scénario avec le metteur en scène, le choix après de qui va l'interpréter, le casting, mais aussi la grosseur du budget, faire rentrer la du 42. Du financement. Voilà. Oui, mais même le coût du film, si on a un film qui vaut très très cher et qu'on essaie de le faire avec 2 francs, ça ne marchera pas. C'est un peu faire rentrer du 42 dans du 36. C'est la cohérence à chaque étape avec les bonnes personnes, le bon endroit, avec les bonnes personnes. Il paraît, Julie Gaillet, que vous avez appris que vous étiez autoritaire. Absolument. Qui vous a dit ça? Alors, est-ce que c'est une qualité? Qui a dit ça? Je pense que ça vient vraiment de mon grand-père, qui
qui avait dit ça un jour, qui avait dit voilà, que j'étais très, très autoritaire. Oui, autoritaire, en tout cas têtue. Pugnace. Têtue et pugnace. Ouais. Là, vous Ça avez... se voit pas, mais... Oui, on le sent quand même, ça couve. Vous avez ce badge-là parce que vous avez coproduit. Voilà. Bravo, félicitations. Oui, Eh oui, vous avez obtenu le prix du meilleur documentaire. Alors c'était très joli, c'était il y a quelques jours, c'était à Cannes. Regardez ces images où on voit mutine Agnès Varda, standing ovation pour elle. Elle se cache, elle n'en revient pas, tout le monde est debout, l'honore et la salue. Je suis très, très, très fière. Ça Très, peut très changer fière. quelque chose, ça, d'avoir un prix à Cannes, ça modifie le regard. Là, c'est la productrice qui parle. Ça peut mieux se vendre à l'international. Et on va gagner de C'est aussi l'argent un du peu. commerce, oui. Voilà, non, c'est effectivement une grosse visibilité internationale. C'est-à-dire que là, la presse internationale, il y avait 1200 personnes dans la première projection, donc cette fameuse projection cannoise. Et après, le film fait le tour du monde, est vendu partout. On espère aussi en France. Enfin, vous verrez, c'est un très très joli film sur la France, sur les villages de France, les visages, le Nord. Enfin, elle fait avec JR, c'est un tellement beau portrait de la France. Et ça sort là, le 28 juin. Le palmarès général, vous en êtes satisfaite? Oui, moi j'ai trouvé, j'étais tellement... Alors Joaquin Phoenix est certainement un des acteurs que je préfère au monde. Et je suis tellement contente pour Diane Kruger. Je crois que c'est le premier truc que j'ai dit. Parce qu'elle le mérite, parce que c'est une actrice, elle aussi elle a du caractère et que j'adore. Et que ce soit une femme metteur en scène aussi, je dois avouer, parce que là pour le coup Sofia Coppola, je ne sais pas si vous avez vu sur la montée des mains, à un moment ils ont fait pour le 70e anniversaire tous les réalisateurs qui avaient eu une palme d'or, et il n'y avait pas beaucoup de femmes à voir Jane Campion. Et du coup quand même c'est bien. Voilà, Sofia Coppola aussi, une femme, une vraie metteur en scène. Vous aimez, vous, le côté glamour de Cannes? Il est incontournable. Moi, j'aime vraiment ça, oui. Je trouve que c'est quand même aussi ce qui est un vrai plaisir dans notre métier. Je vais redire ce que disait Marcello Mastroianni, mais du côté féminin, c'est qu'on vient nous chercher. Puis après, on nous s'occupe de la manucure, on nous maquille, on nous rend belle toute la journée. Enfin, c'est absolument merveilleux. Et il y a ce côté aussi, bon, alors un peu Cendrillon, parce qu'à minuit, on rend tout le lendemain matin, les robes et les chaussures. Et moi, j'aime ça énormément, énormément. Et je me sens très... c'est-à-dire féminine, j'aime bien mettre du vernis, j'aime bien ce côté glamour. Mais sans l'enlever du marché, du fait qu'il faut que des films puissent exister, tous les types de films puissent exister, de comment on rend ça possible.